Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison de Questions d'actu. Nous serons ensemble pendant 52 minutes pour débattre des sujets de l'heure. Nous allons revenir ce soir sur l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue la semaine dernière à New York. La conjoncture dans laquelle s'est tenue cette 78e session est particulière. Les appels pour la réforme du Conseil de sécurité ont d'ailleurs de nouveau retenti au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU s'en est fait lui-même l'écho de cette revendication qui, somme toute, n'est pas nouvelle. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a de son côté plaidé pour un nouvel ordre mondial plus juste et a réitéré dans ce siège l'engagement de l'Algérie en faveur de la position africaine commune pour mettre un terme à l'injustice historique qui a touché ce continent qui demeure non représenté au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique qui a connu aussi de nombreux bouleversements cet été, nous essaierons de comprendre pourquoi. Pour parler de tout cela, nous accueillons sur ce plateau M. Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en économie, consultant de Canal Algérie. Merci de revenir sur ce plateau pour cette nouvelle saison de Questions d'actu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous avons également avec nous depuis Paris M. Majid Naama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de relations internationales et directeur de 2A Magazine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous aurons aussi avec nous M. Belal Khanti, politologue sahraoui, qui réagira avec nous tout au long de cette émission. Mais avant d'ouvrir les débats, on va revenir à la première vocation de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, une vocation qui commence un peu à disparaître, à s'estomper. On remet en cause le fonctionnement de cette organisation onusienne. On demande à ce qu'il y ait des réformes, une plus grande représentativité. On regarde tout cela avec Amel Essilidir et on revient après pour le débat. Vivre ensemble dans la paix, c'est le principe ayant conduit à la création en 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Un garant de la sécurité collective, c'est ainsi qu'a été perçue cette organisation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et ses 50 millions de morts. Pour réussir là où avait échoué son ancêtre, la SDN, Société des Nations, il fallait avoir les moyens de sa politique. Une politique décidée et menée par les puissances de l'époque. Finalement, c'est la logique des vainqueurs qui a donné naissance à ce schéma organisationnel. Preuve en est, à mon sens, là je le dis en tant que politologue internationaliste, dans la mise en marche d'un des outils ou un des organismes les plus importants de l'ONU, à savoir le Conseil de sécurité, dès le départ on a constaté qu'il y avait un déséquilibre dans la représentativité entre les différents membres de cette nouvelle organisation. Les vainqueurs se sont octroyés, si vous voulez, une position beaucoup plus privilégiée que les autres. Aujourd'hui, après près de 8 décennies, ces instances, le Conseil de sécurité notamment, restent figées. Pourtant, le contexte, lui, a radicalement changé. Le contexte géopolitique a évolué. Les cartes doivent impérativement être redistribuées dans un souci de représentativité et d'équité. L'ONU doit s'adapter aux défis de notre époque. Il y a eu déjà un travail qui a été fait au sein de l'Union africaine. Il y a le comité, le C10 qu'on appelle le comité 10, qui regroupe 10 pays africains et qui essaye de porter cette voix unifiée de l'Afrique par rapport justement aux objectifs de réforme, notamment, comme je vous ai dit, la nécessité de démocratiser davantage les mécanismes de travail au sein du Conseil de sécurité, la problématique du vote qui doit être vue, et aussi la représentation régionale. Comme je vous ai dit, il est anormal à ce que l'Afrique, au vu de tout son potentiel, ne soit pas représentée au moins par un pays ayant la qualité de membre permanent. Une réforme indispensable, car il y va de sa crédibilité. De nombreux conflits déchirent le monde, des causes justes restent bafouées, faisant fi des résolutions onusiennes. Quand on parle de réforme, il y a aussi la crédibilité du système onusien en lui-même. Et là, je citerai essentiellement le statu quo que connaissent deux situations
illégale par rapport au droit international, par rapport aux objectifs et aux principes fondateurs des Nations Unies. Et je citerai comme exemple, bien entendu, la question palestinienne qui perdure depuis 1948. Depuis la création de l'entité sioniste, le peuple palestinien ne cesse d'endurer une spoliation caractérisée de tous ses droits légitimes. Il est privé de tous ses droits en tant que peuple. Et c'est le cas aussi du peuple sahraoui, qui représente la dernière colonie dans le continent africain. Si un consensus mondial existe autour de la nécessité de la réforme de l'ONU, les divergences régies par les intérêts des uns et des autres ont jusque-là fait que les tentatives enclenchées depuis le début des années 90 s'arrêtent au stade des bonnes intentions, hypothéquant par là même les aspirations sans cesse croissantes de voir un monde géré de manière plus équitable. Voilà, consensus mondial, mais on voit que le résultat tarde à venir. Monsieur Majid Nahma, à l'ouverture du débat général, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé à une refonte urgente de l'organisation, estimant que les institutions ne reflètent pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. La problématique se pose à ce niveau-là. Tout à fait, il a tout à fait raison, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. La réforme de l'ONU, c'est une revendication permanente parce qu'il y a une injustice criante avec le droit de veto, avec la domination des pays occidentaux sur le fonctionnement de l'ONU. Les guerres, en principe, comme vous l'avez rappelé, l'ONU devait interdire toutes les guerres. Or, on a vu au nom de l'ONU beaucoup de guerres qui ont été autorisées. Certes, il y a eu la première guerre, c'était la guerre de Corée, qui a fait quand même des dizaines et des millions de morts entre les Coréens, les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, les Américains et tout ça. Et c'est une guerre qui est contraire à la charte de l'ONU. La Palestine a été créée par l'ONU avec la création de l'État palestinien. Jusqu'à 70 ans après, on attend toujours la création de cet État. Il y a 400 résolutions de l'ONU par rapport à la question palestinienne. Aucune n'a été honorée. Je parle aussi, par exemple, du Sahara. Ça dépend du comité de la décolonisation. Or, jusqu'à maintenant, ça fait plus que 40 ans que le peuple sahraoui vit dans l'exil, dans les tentes, tout ça. Et puis, ça dépend des rapports de force entre les grandes puissances. C'est-à-dire, on fait fi du droit international. Et à mon avis, le discours du président Tebboune à l'ONU a été d'abord global. Il a cerné tous les problèmes. Il a appelé d'abord à réformer ce système caduc. On peut dire qu'il est caduc. De toute façon, maintenant, depuis la guerre de l'Ukraine, et même avant avec l'agression contre la Libye, la Syrie, les ingérences au nom des printemps arabes, des révolutions des colères, tout ça, maintenant l'ONU est paralysée. Oui. Maintenant, auparavant, après la chute de l'Union soviétique, il y avait un certain consensus, c'est-à-dire quand la Chine ou la Russie n'étaient pas d'accord, elles s'abstenaient. Maintenant, elles opposaient leur veto, parce que ils font comprendre aux puissances occidentales que c'est fini. Il faut respecter la charte de l'ONU, il faut respecter le droit international et non pas la volonté de ces puissances. Oui. On l'a vu avec la guerre d'Irak, on l'a vu avec la Libye. La Libye, il y a eu 2 résolutions du Conseil de sécurité qui n'autorisaient pas les pays occidentaux à intervenir, ou plutôt à intervenir pour sauver la population, oui, mais pas pour changer le régime. Et là, maintenant, regardez la catastrophe
géopolitique Aujourd'hui, on peut dire que le système que vit onusien... l'Afrique à cause de cette agression de l'OTAN, des puissances européennes et occidentales. Donc, en fait, ils sont plus à l'origine des déclenchements des guerres que des règlements des conflits. Aujourd'hui, le système onusien, vous l'avez dit, est paralysé, est en panne. Vous avez parlé du discours du président de la République. Il a indiqué justement que nous aspirons à renforcer le dialogue, l'Algérie, à en faire une base d'égalité. Notre pays, depuis plus de 50 ans, et du haut de cette même tribune, a pointé le dysfonctionnement de certains organes de l'ONU. C'est pas nouveau aujourd'hui. On l'a dit que ça fait plusieurs décennies que la réforme de l'ONU est mise sur la table, mais malgré le consensus, on n'arrive pas à dépasser les choses et arriver à des résultats concrets. Justement, l'Algérie était pionnière par rapport à ses appels incessants à la réforme de ces instances onusiennes et de ses actions aussi. Il faut se rappeler de l'appel à un nouvel ordre économique international en 1974, mais aussi bien avant, depuis 1967, avec le groupe des 77, ensuite en 1973 avec les pays non alignés. L'Algérie a toujours porté la voix de ce monde-là qui a été négligé en quelque sorte dans la représentativité des instances de l'ONU, parce que l'ONU a été quand même instaurée juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était les puissances traditionnelles qui ont pris le pouvoir des instances et des institutions internationales, qui ont partagé en quelque sorte même les zones d'influence. Et l'Algérie est restée dans une politique, bien entendu, de multilatéralisme, mais aussi de non-alignement. Elle a toujours appelé au non-alignement et de privilégier toutes les voies pacifiques comme solution de crise et toute la négociation internationale qu'on voit, c'est-à-dire de règlement des conflits. Mais l'Algérie a mis le doigt sur un élément fondamental et essentiel aussi dans les déséquilibres économiques et politiques au niveau mondial, c'est un peu justement ces inégalités que recèle le système économique et financier international issu des accords de Bretton Woods, et puis, mais aussi même, qui est le prolongement politique. Qui ne servent qu'à enrichir les plus riches et à appauvrir davantage les plus pauvres. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'ONU, c'est le secrétaire général même de l'ONU, Guterres, qui fait appel aujourd'hui à la nécessité de réformer en profondeur ces instances internationales, en l'occurrence les instances de l'ONU, mais aussi d'autres institutions comme la Banque mondiale, comme l'UFMI. Donc aujourd'hui, il n'y a pas seulement la remise en cause de la crédibilité de l'ONU, parce que on voit un peu ces positions à chaque fois désavouées par certaines puissances, mais aussi on constate une certaine inefficacité opérationnelle dans ces actions. C'est-à-dire sur le terrain, les résolutions de l'ONU, les actions de l'ONU ne sont pas effectivement réalisées ou même respectées par certaines puissances. Donc c'est tout ça qui a fait aujourd'hui l'ONU se retrouve en quelque sorte face à des défis, mais impuissant face à ces défis. D'ailleurs, si on prend la dernière Assemblée générale, donc les défis inscrits comme le changement climatique, la pauvreté, la réalisation des ODD, les objectifs de développement du millénaire, mais aussi les conflits. Alors la thématique de cette Assemblée, c'était rétablir la confiance et la solidarité générale. En fait, c'est là que se pose le problème. Il n'y a plus de confiance, plus de solidarité. Aujourd'hui, les institutions n'ont plus le poids qu'elles avaient dans le temps. Tout à fait. Il n'y a pas cette confiance en ces instances internationales, surtout en les actions. Parce que si on peut faire même c'est-à-dire relever un certain nombre d'actions multilatérales qui ont été initiées par l'ONU, mais qui n'ont pas produit d'effet réel. C'est vrai qu'il y a des institutions onusiennes qui fonctionnent encore, comme l'OMS, comme le Haut Commissariat des réfugiés, etc. Donc, parce qu'on a besoin de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire on a besoin de cette Organisation des Nations Unies, mais on a besoin d'une organisation efficace, d'une organisation équilibrée, égale, bien représentée justement au niveau international, et d'une organisation aussi qui ne va pas être en quelque sorte influencée par une puissance ou deux puissances. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, puisque vous parlez effectivement
effectivement de cette confiance, on constate l'émergence de blocs régionaux au niveau mondial, donc des pays du monde, des pays émergents, se tournent en quelque sorte vers des d'autres canaux. Effectivement, des regroupements peuvent porter leur voix. Régionaux, voilà, pour chercher des solutions, que ce soit à des problèmes politiques ou bien des conflits politiques, ou même pour une certaine sécurité aussi par rapport aux menaces géopolitiques, aux menaces même économiques et par rapport aux défis du changement climatique. Donc c'est ça. Aujourd'hui, donc l'ONU, donc il est en quelque sorte dans l'impasse. C'est parce qu'aussi il est dans des tensions géopolitiques importantes aujourd'hui. Ça a été exacerbé avec le conflit de l'Ukraine. On va en parler avec vous, M. Majid Nahma. Vous le disiez depuis tout à l'heure, donc paralysie, on est face à une situation d'immobilisme et de déséquilibre, situation exacerbée par le conflit en Ukraine, ce qui est aussi, ce qui a en tout cas fait couler beaucoup d'encre à cette 78e Assemblée des Nations Unies, c'est que les 4 membres du Conseil de sécurité n'étaient pas présents. Mis à part le président américain, Joe Biden. Oui, parce qu'il était chez lui, justement. Mais parce que l'ONU, jusqu'à quelques années, c'était le Conseil de sécurité était la chambre d'enregistrement des volontés américaines. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, la Chine s'oppose, la Russie s'oppose, et puis il y a maintenant, je vous donne un exemple. Par exemple, la Chine a utilisé le droit de veto peut-être 14 fois dans toute son histoire. Elle a utilisé ce droit 10 fois pour la Syrie, pour empêcher des résolutions américaines et occidentales sanctionnant la Syrie et permettant l'ingérence étrangère. Ça, c'est un développement. Et ça a commencé avec l'agression contre la Libye. Et donc, les États-Unis, maintenant, je pense qu'ils vont comprendre que cette manière de gérer le monde, parce que c'est quand même, à travers l'ONU, c'était les États-Unis et les pays occidentaux qui faisaient la pluie et le beau temps. Oui. Maintenant, c'est fini. Ça. Nous vivons dans une nouvelle période. Et comme l'a dit mon collègue au studio, c'est-à-dire il y a maintenant un monde multipolaire, il y a des organisations régionales qui font poids, qui s'opposent à l'ONU. Quand l'ONU décide, maintenant elle ne peut plus décider puisque maintenant la Russie et la Chine se sont engagés à s'opposer à toute guerre. Par exemple, avec la guerre contre l'Irak, c'était pas une guerre légale. La guerre contre la Libye, c'était pas une guerre légale. Mais tout ça, il y a un changement. Et l'Algérie, c'est depuis le début, comme l'a dit mon collègue, dans les années 70, je me rappelle, l'Algérie appelait à un nouvel ordre mondial. D'abord politique, ensuite économique et médiatique aussi. Parce que ceux qui contrôlent les médias sur le plan international, malheureusement, ce sont des agences occidentales. Les pays occidentaux qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons de droit de l'homme, de loi à la liberté d'expression. On a vu, par exemple, pendant la guerre contre l'Ukraine, ils ont interdit des chaînes de télévision. Oui. Et puis, ils critiquent les autres pays du monde, du Sud, comme quoi que ce sont des médias d'État. Ils oublient qu'eux, ils consacrent des milliards et des milliards de dollars et d'euros pour financer leurs médias officiels. Et même politiques. Par exemple, en France, maintenant, je vous donne un exemple. La plupart des médias lourds, sont contrôlés par des milliardaires qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Ils sont là pour défendre des intérêts. Donc maintenant, le monde change. Et puis il y a aussi l'émergence de nouveaux pays, Monsieur Majid Nahma. Si l'ONU ne se réforme pas, elle va rejoindre certainement la Société des Nations Unies on parle de l'émergence aussi de nouveaux pays, de nouvelles puissances. La Première Guerre mondiale
et puis qui a présidé et qui a fini avec la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on est dans ce cas de figure. L'ONU, si elle perd sa raison d'être, sa moralité, son respect des principes pour lesquels elle a été créée, je pense que c'est la fin de cette organisation. Elle va rejoindre le cimetière des illusions perdues. Ces raisons de principe, vous parlez du multilatéralisme, M. Majid Nahama? Ces raisons de principe dont vous faisiez allusion, c'est le multilatéralisme aujourd'hui. Vous me recevez? En même temps, oui. Oui. Vous parlez du multilatéralisme aujourd'hui? Oui. Vous parlez des raisons de principe que l'ONU est en train de perdre aujourd'hui. C'est comment raviver ce multilatéralisme quand on sait aussi qu'il y a des puissances émergentes à côté, l'Inde, le Japon, la Chine qui est déjà présente, mais on a des pays aujourd'hui qui sont aussi forts en termes de nombre de population et qui demandent à avoir plus de représentativité. L'Afrique également, bien entendu. Aujourd'hui, il est essentiel d'élargir le Conseil de sécurité à tous ces pays émergents. Bien sûr, il faut que l'Afrique soit représentée, que l'Amérique latine soit représentée, que le monde arabe et le monde musulman soient représentés. Et c'est vraiment une aberration. On voit deux pays européens, la France et l'Angleterre, qui font moins que 200 millions de personnes, qu'ils ont deux sièges permanents au Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité, tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un conseil presque de guerre, c'est-à-dire les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il est grand temps de changer. Maintenant, il n'y a... et puis la guerre froide est terminée. Maintenant, on assiste à une nouvelle guerre froide. Oui. Et à côté de cela, avec la mondialisation, qui a fixé les règles de la mondialisation? C'est l'Occident, c'est les États-Unis. Et quand il y a des règles qui ne lui plaisent pas, oui, elle s'oppose même aux règles de l'institution, à ces organisations, à l'OMC. Comme par exemple avec le tribunal pénal international. Les grandes puissances ne sont pas membres et ils se permettent de juger les autres. Il y a aussi la question des sanctions, l'utilisation de la monnaie pour sanctionner d'autres pays, alors que le but d'une monnaie, c'est de faciliter les échanges. Et c'est même contraire aux principes fondamentaux, fondateurs de l'Occident capitaliste ultralibéral. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher la loi de l'offre et la demande. Il ne faut pas utiliser l'économie comme obstacle aux échanges. Alors, on va voir que l'économie peut être aussi utilisée comme pression, comme une sorte de colonialisme aussi pour l'Afrique. Monsieur Mohamed Achir, on parlait du multilatéralisme aussi à présent. On a parlé de l'absence des 4 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, ça donne une image quand même assez néfaste de l'organisation onusienne aujourd'hui. Mais il y a eu aussi il y a eu cette possibilité aussi pour les présidents africains de parler. Ce qui est permis encore à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est que la parole est donnée à tous, c'est que l'Afrique a pu porter sa voix. L'Afrique qui est sous-représentée, on le rappelle encore une fois. C'était l'occasion aussi de faire passer des messages. Justement, en quelque sorte, la perspective de réforme des Nations Unies, il est aussi dans la dotation de prérogatives importantes pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce qu'au moins, dans cette Assemblée, on compte 193 pays, donc tous les pays du monde sont représentés. Donc si on veut respecter un régime de délibération démocratique réellement qui donne de la chance à tous les pays du monde de s'exprimer et de donner leur avis sur des questions internationales, des questions mondiales. Donc il faudrait que cette Assemblée générale des Nations Unies soit dotée de prérogatives assez importantes, mais aussi il faudrait, comme vous l'avez bien dit, réformer le Conseil de sécurité. Et on a 5 membres. En quelque sorte, aussi le mécanisme du veto, puisque aujourd'hui le système est en panne. Le veto, c'est comme un butin de guerre hérité par ces 5 puissances économiques, mais
maintenant, il faut élargir. Il y a certains pays qui soutiennent même d'y aller jusqu'à 25 pays entre membres permanents et non permanents. Donc, 10 pays membres permanents du Conseil de sécurité et 15 non permanents. Donc, bien sûr, l'Afrique demande 2 sièges. Et 2 permanents. L'Afrique 2 sièges. Et puis, les pays peuplés comme l'Inde, donc, c'est des pays qui méritent aussi d'être représentés, même si on sait très bien que la chose ne sera pas facile. Même, je pense que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU prendra encore beaucoup de temps, parce que ça nécessite beaucoup de consensus et beaucoup de calculs géopolitiques. Aussi, que ça ne touche pas les intérêts des uns et des autres. Dans le discours, on a entendu même Joe Biden, le président américain, soutient la réforme. Mais dans les faits, c'est très difficile de réaliser ça s'il n'y a pas de volonté, mais si aussi il n'y a pas de rapport de force. Le monde est régi par des rapports de force. Et là, justement, d'où un peu l'appel de Guterres à un monde multipolaire. Dans son discours, on a entendu ça, un monde multipolaire. Donc, parce que d'abord, il devient une réalité. Le multipolarisme, on le voit dans les organisations régionales. Et on le voit aussi dans ces appels incessants de plusieurs pays, même faibles, même les pays sous-développés, à changer un peu l'échiquier de décision mondiale. Parce que ils subissent, ils subissent effectivement. Et même les chocs, qui subit les chocs, que ce soit les chocs sanitaires de la Covid, les chocs de crise financière, les chocs de guerre aussi, tous ces chocs-là, ils sont subis par les Africains, par exemple, par les pays en voie de développement. Donc, tant qu'on n'a pas réformé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la réforme d'une institution internationale comme l'ONU, comme le FMI aussi, la Banque mondiale, mais réellement, la volonté dont vous parlez justement doit venir aussi de cette réforme fondamentale du système politique, monétaire, financier, mondial. Parce que tout est lié. Parce qu'après tout, il faut savoir une chose, que même l'État-nation est menacé réellement par une mondialisation néolibérale qui ne respecte pas justement les frontières et les souverainetés des États-nations. Donc ça, c'est un grand problème aussi. C'est vrai que c'est un élément de discussion beaucoup plus théorique, mais qui est fondamentalement lié à cette problématique de réforme des instances internationales et de la nécessité de construire justement un vivre ensemble pour tous les pays du monde. Si des nouveaux acteurs transnationaux, comme les grandes firmes multinationales, comme le diktat du marché financier, par exemple, internationaux. Si ça continue toujours avec ce modèle de fonctionnement néolibéral, donc même si on réformera demain des institutions internationales comme l'ONU, ça restera toujours une domination des acteurs, c'est-à-dire bien sûr néolibéraux, des acteurs même qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des acteurs qui décident au-delà des États-nations, des souverainetés des États. Donc c'est pour cette raison qu'il faudrait construire encore un monde multipolaire, et dans son monde multipolaire, donc il y aura en quelque sorte même une diversité des systèmes en termes des systèmes économiques, parce qu'on peut pas, on a vu par exemple par rapport à l'OCS, par rapport au BRICS, par rapport à l'Union africaine, et il y a d'autres justement systèmes économiques qui sont plaidés par des grandes puissances économiques telles que la Chine. Oui. Alors Monsieur Majid Nahma, on a pu entendre plusieurs présidents du continent africain qui sont montés à la tribune lors de cette assemblée générale. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pour sa part souhaité que la voix du continent africain soit mieux entendue au sein des instances multilatérales. Celui de l'Afrique du Sud a pour sa part regretté les sommes dépensées pour financer la guerre plutôt que pour soutenir les besoins de base de milliards de personnes. Aujourd'hui, la pauvreté, le chômage, l'inégalité, les inégalités touchent plus l'Afrique. Oui, tout à fait, parce que l'Afrique, c'est la victime actuelle de ce système mondial, avec l'endettement vis-à-vis du FMI, avec les dettes sauvages qui asservissent les économies de ce continent. L'Algérie a toujours été du côté de ce continent, parce qu'elle en fait partie. Elle a parti par sa guerre de libération et par l'accueil qu'elle a fait à tous les mouvements de libération en Afrique et ailleurs. Elle était toujours à l'écoute de l'Afrique, et le président Tebboune tient
vraiment dans son cœur au développement d'une politique algérienne vis-à-vis de l'Afrique beaucoup plus active. Il a créé une agence pour le développement et la coopération en Afrique. Il a effacé des dettes de certains pays les plus pauvres. Alors aussi, par exemple, le Niger, alors qu'il était menacé par la guerre, par l'intervention des pays occidentaux à leur supplétif africain, l'Algérie a continué à aider sur le plan humanitaire ce pays qui compte parmi les plus faibles du monde. On demande à ce qu'il y ait une nouvelle approche. Il faut dire que la diplomatie, même quand elle n'est pas menée par une puissance occidentale, et ça c'est l'exemple de l'Algérie, c'est grâce à l'Algérie qu'il n'y a pas eu une guerre contre le Niger. Parce que le président Tebboune, dès le premier jour, il a dit s'il y a nous sommes contre les coups d'État, mais on est contre les ingérences. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Et puis d'ailleurs, s'il y a une agression ou une ingérence, ce serait une menace pour la sécurité nationale algérienne. Et ça a calmé tous les va-t-en-guerre, que ce soit en Occident ou en Afrique. Alors oui, l'Algérie a toujours joué ce rôle de médiateur dans les conflits. Macron dire qu'il allait se retirer. Finalement, la raison l'a emporté. Et tout ça, c'est la voix de l'Algérie. Il ne faut pas la minimiser, parce qu'elle est très écoutée, que ce soit vis-à-vis des droits des peuples, la Palestine, le Sahara, les autres peuples opprimés dans le monde, contre le colonialisme, quel qu'il soit. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'opposer à l'hégémonie mondiale exercée jusqu'à maintenant de plusieurs manières par les pays occidentaux et en premier lieu les États-Unis. Alors, on le sait, vous l'avez rappelé, l'Algérie a toujours joué ce rôle de médiateur dans la résolution des conflits. Vous ne me recevez pas? Je ne vous entends pas. Oui, on va essayer de régler ce problème. Je reviens à vous, Monsieur Achir. Alors, il a rappelé le rôle que l'Algérie a toujours joué dans la résolution des conflits. Elle est pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous partageons des frontières avec le Niger, ce qui pourrait aussi mettre en danger nos frontières. Aujourd'hui, il y a eu des bouleversements en Afrique. On l'a vu, cette prise de pouvoir au Niger. On l'a vu, en 3 ans, il y a eu plusieurs soulèvements, plusieurs coups d'État, plusieurs prises de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays du Sahel? C'est surtout la région sahélienne. Oui, c'est parce que aussi on n'a pas respecté les décisions de l'Organisation des Nations Unies. C'est parce que l'intervention libyenne n'a pas eu de mandat des Nations Unies aussi. Donc il y a eu des interventions, des agressions d'un certain nombre de pays. Et c'est ces agressions qui ont donné justement l'occasion à la prolifération des organisations terroristes et à toutes sortes de trafics et de banditisme dans ces régions. Déjà des régions qui connaissent un peu des fragilités, des vulnérabilités sur le plan économique, sur le plan institutionnel, des États pas vraiment aussi forts. Étouffés par la dette davantage. Étouffés par la dette, par la pauvreté, mais aussi vulnérabilisés par le changement climatique qui crée des grandes vagues d'immigration. Donc toutes ces conditions misérables, on leur a ajouté donc des conflits militaires, des conflits armés. Donc ça a donné même en quelque sorte, ça a donné un terrain fertile pour la prolifération de tous les fléaux et surtout des organisations terroristes. Donc l'Algérie a toujours défendu une approche, même par rapport à la résolution de ces conflits, une approche inclusive, une approche globale qui prenne en considération d'abord ces aspects socio-économiques, ces aspects même environnementaux, ces aspects qui sont liés aussi au respect de la souveraineté des États. Donc l'Algérie, dans son approche justement, à travers même cette agence de coopération et de solidarité, c'est justement de diagnostiquer les vraies causes de déstabilisation et de radicalisation même d'un certain nombre et d'assurer aussi le développement de ces continents, de baser plus sur ça que sur c'est avec le développement, justement, le développement économique et social, c'est avec le respect des souverainetés des pays qu'on pourrait solutionner justement ce genre de crise. Nous avons avec nous M. Belal Kanti, politologue sahraoui. Monsieur Kanti, vous nous recevez?
Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu le débat avec nous. Alors on le disait, hein, l'Afrique est devenue la plus touchée et l'épicentre mondial du fléau du terrorisme en 2022. Seulement, elle a enregistré plus de 43% des décès dus au terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, on l'a compris, hein, l'Afrique est déstabilisée, la plus touchée par ces conflits mondiaux et elle a besoin aujourd'hui d'avoir une nouvelle approche. Malheureusement, oui, l'Afrique est touchée de plein fouet par les conséquences de cette évolution géopolitique mondiale, pas très favorable aux pays aux ressources minimes. Et donc, effectivement, l'Afrique a besoin d'être quelque part protégée par ce système multilatéral issu du Seconde Guerre mondiale et qui se veut être fondé sur la coopération, la paix, l'entente mondiale. C'est vrai que le rapport entre États est en général un rapport fondé sur le rapport de force, et il n'y a aucun doute, mais ce système mondial ne devrait pas pousser le cynisme à l'extrême jusqu'à effectivement le collapse de ce même système. Et si les uns et les autres s'élèvent contre l'injustice de ce nouveau système, comme l'ont si bien décrit nos interlocuteurs, c'est parce que il y a un désordre indéniable. On l'a vu dans un certain nombre de conflits qui ont quelque part aggravé la situation en Afrique, mais aussi ailleurs. À titre d'exemple, voyez par exemple la résolution 242 pour la Palestine qui stipule l'inadmissibilité de l'acquisition du territoire par la force. C'est louable. D'ailleurs, peu d'années plus tard, en 1975, le même Sécurité adopte la résolution 380 qui déplore la marche verte du Maroc sur le Sahara occidental et intime l'ordre à Hassan II d'arrêter sa marche sur le territoire. Voudront dire par là que c'est inadmissible, là encore, l'acquisition des territoires par la force. Tout cela est louable et montre quelque part le visage que les fondateurs avaient voulu de ce système mondial. Le problème, c'est l'application de ces principes et même de ces résolutions, car il s'agit là de résolutions, ne l'oublions pas. Ne pas les appliquer, c'est-à-dire toucher de plein fouet les pays, les peuples, les territoires qui ont été sujets à des atrocités en question. On est donc là face à ce que clairement, qui peut être clairement qualifié du double langage, c'est-à-dire que l'on revendique et déclare un certain nombre de principes et de résolutions et qu'en parallèle, on applique d'autres choses. Le Sahara occidental est un parfait exemple concernant cela. D'ailleurs, si je peux permettre de expliquer un peu mieux cela. On va revenir encore plus en détail sur le dossier sahraoui. Auparavant, j'aimerais revenir d'abord sur les derniers développements qui ont eu lieu aujourd'hui au Niger. Est-ce que nous avons M. Majd Nama avec nous ? Oui, je suis. Oui, vous êtes avec nous. Alors, pour revenir juste sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Niger, la France va finalement quitter ce pays avec armée bagage, si je puis me permettre, après avoir assuré ces 2 derniers mois qu'il n'était pas question de céder. On l'a vu, hein, ce n'est pas la première fois aujourd'hui que la France se retrouve face à ce genre de complications en Afrique, le Mali, le Burkina Faso, aujourd'hui le Niger. Est-ce qu'on peut parler de la fin d'un cycle ? Mais bien sûr, c'est la fin de la France, ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire la France, d'abord, c'est une puissance très moyenne. Elle n'a plus les moyens d'exercer
puissance coloniale partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en Afrique, elle est aussi out dans le monde arabe, elle est out en Asie même. On a vu que quand même les États-Unis qui sont alliés de la France, ils ont fait une coalition anti-française, le l'AUKUS, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie. Et donc, elle a été mise à la porte. Et malgré cela, la France, au lieu de revenir à ce qui faisait sa grandeur en politique, en diplomatie, c'est-à-dire la diplomatie gaulliste, là, elle s'accroche avec l'OTAN, avec les États-Unis, et qui piétine ses propres droits. Par exemple, le Niger. Vous voyez, quand il y a eu le coup d'État au Niger, bien sûr, tout le monde l'a condamné. L'Algérie était parmi les premiers à condamner ce coup de force, comme elle le fait chaque fois que ça arrive. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Victoria Nolan à Niamey pour négocier. Il dit, bon, ça, c'est pas notre affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas que vous approchiez de Wagner et de la Russie. Donc, la constitutionnalité du pouvoir, c'est le dernier de nos soucis. La France, elle a tout de suite condamné, elle a menacé, elle a refusé de se retirer, alors qu'elle s'était retirée du Mali, qu'elle s'était retirée du Burkina Faso. Donc, c'est le deux poids, deux mesures. Et puis, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, il a dit non, c'est la même chose. Il y a un coup d'État bien et un coup d'État mauvais. Voilà, elle a beaucoup à perdre aujourd'hui. Oui. Elle a beaucoup à perdre sur le plan économique. Oui, bien sûr, elle est en train de... Et puis, n'oublions pas qu'il y a les nouvelles puissances, il y a la coopération sud-sud que l'Algérie appelle de ses voeux, et il y a aussi la Chine qui a quand même investi 800 milliards en deux décennies. Au Niger, par exemple, la France n'a exploité que l'uranium, alors que la Chine aide ce pays à extraire son pétrole et son gaz. Et dans quelques mois, le Niger sera un pays autosuffisant en matière d'énergie, alors que jusqu'à maintenant, il y a 20% de Nigériens qui ont accès à l'électricité, alors que c'est l'uranium nigérien qui éclaire la France et une partie de l'Europe. Voilà, ça c'est vraiment, c'est un scandale. Alors justement, il est grand temps que la France arrête cette aventure criminelle coloniale. Voilà, elle doit quitter donc avec les militaires. Il lui restera que le Tchad. On va revenir donc sur ce dossier du Sahara occidental. C'est une déclaration, en tout cas, qui a marqué aussi lors de cette 78e Assemblée des Nations Unies, celle de Pedro Sánchez, du chef du gouvernement espagnol. Je vous propose de l'écouter. On revient juste après. Concernant le Sahara occidental, l'Espagne est favorable à une solution politique qui soit mutuellement acceptable dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Le travail de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies est fondamental et bénéficie de tout notre soutien. Tout le soutien du gouvernement espagnol. Dans le même ordre d'idées, nous continuerons de soutenir la population sahraoui dans les camps, comme nous l'avons toujours fait. Nous continuerons d'être le principal bailleur de fonds international pour l'aide humanitaire en la matière. Voilà, donc Pedro Sánchez qui réaffirme le soutien de son pays à une solution politique acceptable par les deux parties dans le cadre de la charte de l'ONU et des décisions du Conseil de sécurité. Monsieur Belal Khanti, quelle lecture faites-vous de cette déclaration ? Je crains malheureusement que ce soit encore le double langage dont j'ai fait référence tout à l'heure. La solution mutuellement acceptable, c'est la résolution 1309 de 2000. Alors, entre 2000 et maintenant, c'est la résolution 1309 de 2000. Alors, entre 2000 et maintenant, ça fait déjà 23 ans qu'on est dans la solution mutuellement acceptable. Est-ce que réellement ces pays, et dans ce cas de figure l'Espagne, qui est une puissance de juré administratif occidental,
cherche sincèrement une situation mutuellement acceptable, alors qu'on voit depuis 23 ans le Maroc, met des dizaines de déclarations officielles, dire que je ne voudrais pas de résolution qui respecte le droit du peuple du Sahara occidental. Je voudrais d'une solution basée sur une seule proposition, la mienne, c'est-à-dire l'intégration pure et simple du Sahara occidental au Royaume du Maroc. C'est ce qu'on appelle la légalisation d'un fait accompli, la légalisation de l'annexion des territoires par la force. Donc, je fais référence tout à l'heure via la condamnation par le Conseil de sécurité dans le cas de la Palestine, dans le cas du Sahara occidental. Aujourd'hui, si les uns et les autres acclament le fait que ce conflit a produré, c'est que c'est vrai que 23 ans de solutions mutuellement acceptables ne marchent plus, ne marchent pas, et ne fait que dévoiler le fait qu'il y a probablement des intentions de ne pas résoudre ce conflit du Sahara occidental, mais bien au contraire de l'aggraver. Ce même Premier ministre espagnol avait, paraît-il, envoyé une lettre divulguée par la suite où il dit soutenir la proposition marocaine de l'annexion du Sahara occidental. Alors, que devrons-nous croire en ce Premier ministre? Le Premier ministre qui a écrit secrètement au roi du Maroc qu'il est pour l'annexion du Sahara occidental, ou ce Premier ministre devant cet aréopage de chef d'État des nations qui dit qu'il est pour une solution du conflit du Sahara occidental conformément au droit international? Pour vous, cela doit être clarifié? Absolument, ça doit être clarifié. La solution mutuellement acceptable, ce n'est plus possible après 23 ans d'expérience de cette solution mutuellement acceptable. Surtout quand l'agresseur, qui est le Maroc, clame haut et fort qu'il ne voudrait pas de solution mutuelle. Il voudrait tout simplement imposer ses vues aux Sahraouis, à la région, au Conseil de sécurité et à l'international. Oui, ceci a un effet aggravant pour la sécurité de la région, parce que nos États-nations se sont fondés quelque part sur l'autodétermination. Prenez le cas de l'Algérie, par exemple, qui a lutté ardemment pour acheter son indépendance, et il a réussi à le faire, et il a fini par également écouter le plébiscite du peuple algérien. Et le peuple algérien a voté dans un processus d'autodétermination pour l'indépendance de l'Algérie. Le Maroc dit non. Le Maroc est historique depuis 12 siècles et a des droits depuis des millénaires sur le Sahara occidental. Vous ne pouvez pas réclamer un droit historique. C'est soit vous avez un droit aujourd'hui conforme au droit international, règle du droit, ou vous ne l'avez pas. Or, le Maroc, sur le plan du droit, a été clairement débouté par la Cour internationale de justice le 16 octobre 1975, quand elle a dit clairement dans son avis consultatif qu'il n'y a aucun lien de souveraineté entre le Royaume du Maroc et le Sahara occidental, et que rien n'empêche l'application du principe de l'autodétermination. On tourne autour du pot au sein de cette Nations Unies et particulièrement au sein de son Conseil de sécurité. Oui, c'est ce statu quo aujourd'hui qui n'est plus soutenable et qui perdure dans le temps. Monsieur Majid Naama, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette déclaration de Pedro Sanchez devant l'Assemblée des Nations Unies? Est-ce qu'on peut parler d'un revirement? Est-ce qu'on peut parler d'une nécessité de clarification? Est-ce qu'il avait un message à passer derrière? L'hypocrisie, c'est l'opportunisme politicien, en premier lieu. La deuxième chose, c'est que lui-même, sa position personnelle n'a été approuvée par n'a pas été approuvée par le Parlement. Elle ne fait pas l'unanimité en Espagne. Voilà. Et le troisième point, c'est que toute l'Europe, il y a beaucoup de jugements du tribunal européen qui donnent droit au peuple du Sahara, du Polisario. Et malgré cela, il y a des accords agricoles avec l'Union européenne qui violent ses propres jugements, ses propres lois. Donc,
à mon avis, c'est le rapport de force, malheureusement. Moi, je pense que ça devrait être la souveraineté du droit, mais il ne laisse au peuple palestinien, au peuple sahraoui, que le droit de porter les armes pour combattre cette injustice qui a trop duré. Cela peut être donc lu ou perçu comme aussi une tactique politique pour calmer aussi les associations, hein, M. Belalkanti, espagnoles, qui sont nombreuses à militer en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et surtout que l'Espagne est responsable de ce problème. Absolument. Parce que c'est l'Espagne qui s'est retirée et qui a laissé l'armée marocaine et les Marocains mettre la main dessus. Alors que des années avant, le Maroc ne s'intéressait pas au Sahara. Et d'ailleurs, je vous invite à lire Mémoire de Jaloud, c'était le numéro 2 de Kadhafi. Il vient de publier ses mémoires. Et dans ses mémoires, il évoquait sa visite au roi Hassan II, lui dit « Pourquoi vous n'aidez pas les Sahraouis à se libérer du joug espagnol ?» C'était en 1973. Oui. Et le roi Hassan II lui dit « Écoutez, j'ai assez de problèmes comme ça. De toutes les façons, les Sahraouis ne sont pas marocains. » Ça, c'est le témoignage vivant d'un homme politique libyen qui était mêlé à cette affaire. Merci. Donc, Monsieur Belalkanti, votre avis sur cette question? Merci. Monsieur Belalkanti? Mon avis sur la question est qu'il est temps d'en finir avec ce conflit colonial qui a duré tant d'années et que plus on pratique le double langage au sein des institutions onusiennes, plus on pratique la politique de double standard, plus on décrédibilise les Nations Unies, plus on révèle les intentions guerrières, belliqueuses du Conseil de sécurité qui pourraient finalement ne pas avoir la paix à cœur, mais plutôt la guerre. Et la résolution du conflit du Sahara occidental, conformément, là encore une fois, au droit international, la résolution 1514 de décolonisation, verrait les Nations Unies sortir grandies finalement de cette impasse qui est le Sahara occidental. Et je crois sincèrement que ce que propose le secrétaire général comme nouvel agenda pour la paix doit réellement et sincèrement inclure des mécanismes, par exemple, de protection des droits de l'homme au sein de la MINURSO. La France, d'ailleurs, dans ses propositions pour ce nouvel agenda pour la paix, le dit clairement, mais je rappelle que cette même France qui avait vraiment s'opposé, mais farouchement, à ce que la MINURSO puisse avoir le monitoring des droits de l'homme au Sahara occidental. Alors, quel crédit donneraient les États observateurs, par exemple, aux propositions françaises concernant le nouvel agenda de la paix proposé par Antonio Guterres et dans les propositions de cette même France? Oui. Merci à M. Belalkanti. On arrive à la fin de cette émission. Je vais prendre 30 secondes si on me le permet, si on a encore ce temps. On est très loin aujourd'hui des objectifs du développement durable prônés par les Nations Unies, et notamment pour les pays africains. Les derniers chiffres, en tout cas les chiffres montrent que pour éradiquer la déscolarisation des enfants, par exemple, on atteindrait ces objectifs qu'en 2129. Pour réduire la mortalité infantile, ce n'est qu'en 2106, donc 100 ans au lieu des 11 ans où en tout cas donné par les Nations Unies. Oui, justement. 30 secondes, pas plus. Le bilan, c'est que cet agenda 2015-2030, les Nations Unies ont constaté une réalisation seulement de 15% des objectifs, alors qu'il ne reste pas beaucoup pour 2030. Donc sur 17 objectifs, avec 163 cibles et avec 226 indicateurs de mesure. Donc on constate que la question du changement climatique a pesé beaucoup plus sur le changement qualitatif de développement économique et social. Et justement, l'Afrique qui souffre toujours de la dette,
ne peut pas réaliser réellement ses objectifs sans des financements colossaux, des financements importants et des politiques volontaristes que de la part des pays riches, mais aussi des institutions internationales. Vous savez que 25 pays africains dépensent plus pour rembourser les intérêts de la dette extérieure que pour financer l'éducation et la santé. Donc, ce n'est pas dans cette réalité-là amère que les pays africains puissent réaliser des objectifs très importants comme les objectifs de développement durable. Mais aussi, ce n'est pas avec l'intégration de l'Union africaine dans le G20 qu'on parviendra aussi à éradiquer la pauvreté, la faim, l'égalité, etc. Parce que ce que demande l'Afrique, justement, des actions concrètes, c'est des financements concrets et ce n'est pas avec l'approche aussi, ce n'est pas avec l'approche de la COP 27, COP, etc. Parce que lorsqu'on recommande aux Africains de réduire les finalement, alors que l'Afrique a besoin maintenant de s'industrialiser, elle a besoin aussi, on ne peut pas développer, on ne peut pas réaliser en tout cas ces objectifs si on ne donne pas aussi des moyens pour l'Afrique de construire des centrales énergétiques, d'accéder à des ressources et des matières premières. Déjà accéder à ses propres ressources à elle, puisque l'Afrique, on le sait, est très riche dans ce domaine-là. Merci, merci Mohamed Achir. Merci à vous, Monsieur Majid Nama, qui était en direct avec nous depuis Paris, Monsieur Belal Kanti, qui était en direct avec nous depuis Madrid. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir participé à cette première émission de la saison. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, en tout cas lundi prochain, pour un nouveau numéro de Questions d'actu. Au revoir et très bonne fin de soirée.